Si on veut continuer à voyager tout en sauvant la planète, on risque de pas avoir le choix. Cet été, vous avez peut-être prévu de partir en vacances en Suède ou en Croatie. En revanche, il y a peu de chances que vous y alliez en train. En général, sur le principe, les gens sont d'accord. Qui préfère le train? Et qui va voyager loin en train cet été? C'est trop long. Beaucoup trop cher. Il y a trop de retard. Mais rassurez-vous, il y a pas mal de choses sur la table. On va décrypter tout ça. Comment traverser l'Europe en train facilement? On peut insister sur le facilement? Voilà. On va prendre un exemple concret. Je suis à Bruxelles cet été, j'ai envie de partir à Zagreb. Il me faut 3 choses. D'abord, un réseau ferré et si possible à grande vitesse. Ensuite, il faut que suffisamment de trains roulent dessus. Et puis, il faut que les voyageurs puissent acheter des billets simplement et si possible pas trop cher. On va commencer par le réseau. Voie A. Le TGV européen entrera en gare en 2040. 2040 ? En 2040 au mieux. Prenez garde à la bordure du quai. Attention au début. Ah oui, objectif 2040, ça peut paraître long, mais il faut se dire que le train revient de loin. À la fin du XXe siècle, on a observé 2 tendances. Ça, c'est le nombre de kilomètres de voies ferrées en 1990. Et voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. On a perdu 18 000 kilomètres de voies. Dans le même temps, voici le chiffre comparable pour les autoroutes. Regardez, le réseau a doublé. En gros, on mise sur la voiture et sur le camion et on supprime des voies ferrées, enfin surtout des petites lignes. Et puis il y a un autre énorme concurrent, regardez. Dans les années 90, il y a eu clairement une volonté politique de développer le secteur aérien en lui donnant des avantages fiscaux, notamment l'aérien ne paye pas de taxes sur le kérosène. Voici Victor Thévenet, il est spécialiste du ferroviaire, il travaille pour une ONG. Avec lui, nous allons explorer les cartes et les projets. Le très grand projet du tunnel ferroviaire Lyon-Turin, les corridors France-Espagne, le tunnel du Brenner, tunnel entre l'Allemagne et le Danemark, le développement de la grande vitesse en République tchèque. On appelle ça le réseau transeuropéen de transport. Le but, c'est de mieux faire circuler les biens et les personnes à travers le continent. La vision de l'Union européenne, c'est de connecter toutes les grandes capitales du continent en train à grande vitesse avec le moins de correspondance possible. Ça, c'est pour aller vite et loin. Et puis une fois que vous êtes dans le bon pays, place aux petites lignes pour la destination finale. Sauf que pour le moment, tout ne se passe pas comme prévu. Je pense que malheureusement, tout ne sera pas finalisé en 2040. Et pourquoi c'est si long à construire? Parfois, les États membres, ils ne coordonnent pas vraiment leur plan de travail. Chaque État membre de l'Union européenne a privilégié d'abord de relier ces grandes villes entre elles avant de relier des villes au niveau transfrontalier. Maintenant, Bruxelles veut donner un coup de fouet pour accélérer. Et pour le coup, accrochez-vous, la Commission européenne table sur 340 milliards d'euros. Charge aux États de payer et de trouver des investisseurs. Bon, une fois qu'on a nos rails, il est temps de faire rouler des trains dessus. Pour le moment, un constat s'impose, une partie des voies est sous-exploitée. Prenez le tunnel sous la Manche. On pourrait faire passer 2 fois plus de trains qu'il n'en passe aujourd'hui. Mais pour faire rouler plus de trains, il va aussi falloir en construire. Et ça prend des années. J'adore cet endroit. Par exemple, si vous voulez un train chez Alstom ou Siemens, le carnet de commandes est plein, il faudra attendre entre 4 et 8 ans. Pendant ce temps, en Chine, la production tourne à plein régime. Pour vous donner un ordre d'idée, en France et en Allemagne, on fait quelques dizaines de TGV par an. En Chine, c'est plusieurs centaines. Les industriels européens ne sont pas rassurés parce que ces entreprises ultra subventionnées peuvent tuer le marché et que c'est aussi un risque pour l'emploi. D'ailleurs, on vous parlait de cette concurrence chinoise dans un précédent épisode. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est en description. Pour mieux utiliser les voies et voyager loin, on parle aussi de plus en plus du train de nuit. Alors le train de nuit, c'est clairement pas une nouveauté. Avant la démocratisation de l'avion, si on devait voyager loin, le mieux, c'était de dormir dans le train. Désormais, on voit des lignes réouvrir régulièrement un peu partout en Europe. S'endormir à Amsterdam, se réveiller à Venise, c'est sûr que ça fait rêver. Le problème, c'est que c'est extrêmement dur à rentabiliser. Déjà, la compagnie ne peut utiliser le train qu'une fois par jour. Et puis vous mettez moins de passagers qu'en configuration normale. En plus, les trains doivent jongler avec les travaux parce que c'est la nuit qu'on entretient les voies. En tout cas, les États membres ont bien compris qu'il y a urgence. Certains d'entre eux réclament d'ores et déjà une stratégie industrielle européenne pour le ferroviaire. En gros, construire plus de trains, plus vite et si possible en Europe. L'idée, c'est aussi de mieux réutiliser les vieux trains
Enfin, peut-être pas cela quand même. Bon, on a des rails, on a parlé des trains, maintenant il ne manque que les passagers. Et là, ça coince souvent à cause des prix exorbitants des billets de train. Alors, comment rendre mon voyage moins cher ? D'ailleurs, c'est pas l'envie qui manque pour voyager en train à l'international. Avec des infrastructures améliorées, 77% des Européens disent qu'ils préféraient prendre le train plutôt que l'avion. Mais pour le dire simplement, aujourd'hui, c'est un peu la croix et la bannière. Vous vous souvenez ? Je veux faire Bruxelles-Zagreb cet été. On a testé ce trajet, juste l'aller, sur le site de la SNCF et sur les sites allemands et belges. Résultat, vous n'avez pas les mêmes trajets, parfois des correspondances impossibles, genre 10 minutes à Munich, et surtout des prix qui varient du simple au double. Mais comment en est-on arrivé là ? En fait, le marché ferroviaire est assez particulier. Dans la plupart des pays, vous avez un acteur, en général la compagnie nationale, qui contrôle le marché. Chaque compagnie fait un peu ce qu'elle veut et collabore avec qui elle veut. Et ça ne plaît pas du tout à la Commission européenne. En mai 2026, elle a proposé un texte pour obliger les plateformes des compagnies à vendre les billets de leurs concurrents. En gros, la SNCF serait obligée de vendre les billets de DB, Trenitalia ou de concurrents sur le sol français. Et les autres devraient faire la même chose, prendre les billets de la SNCF sur leur site. Sauf que les compagnies nationales sont vent debout. On a rencontré leurs représentants à Bruxelles. Regardez. Il s'appelle Alberto Mazzola. Il est ce qu'on appelle un lobbyiste, un vrai de vrai. Sa crainte, que Google ne s'accapare le marché du billet de train. Le plus grand risque qu'on a, c'est que ça se passe que ce qui est passé avec les hôtels. Donc il y a une plateforme, ça peut être n'importe laquelle, qui prend le dessus sur toutes les autres plateformes, aussi sur nous, et qui devient l'intermédiaire entre nous et nos clients. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non. Et pourquoi ça serait plus cher alors? Booking.com charge 15-20% sur le prix de la chambre. Donc, si on a le même phénomène qui se passe dans les ferroviaires, ça va augmenter les prix. De l'autre côté, les revenus, au lieu de rester dans les ferroviaires, vont se transférer dans les plateformes. Dans notre estimation, on est en train d'avoir une perte de revenus jusqu'à 36 milliards dans les 20 ans. On a le sentiment que ce sont les compagnies nationales qui ont quand même des monopoles qui font un peu de la résistance quand même sur ce sujet. On a investi plus ou moins 1 milliard d'euros dans les billetteries ferroviaires. Faire un service qui donne des tickets à 25 heures de voyage, il y aura peut-être 1 ou 2 personnes qui l'achètent. C'est très limité. C'est ça aussi, regardez aussi, c'est la réalité du marché. Et le prix dans tout ça, on n'a pas oublié? Et justement, on y vient. On en a parlé en visioconférence avec une experte. Vous m'entendez? Ensemble, on a décomposé le prix d'un billet de train. Alors, j'allais vous demander 30 secondes, parce que justement, en fait, avant de vous appeler, j'avais ouvert un fichier Excel et je vais le retrouver tout de suite, si vous me laissez 2 secondes. Voilà ce qu'il y a dans le fichier Excel. Si on prend par exemple un TGV français, au moins un tiers du prix du billet va payer le péage. En gros, ça c'est le coût des voies et de l'entretien. Et encore un autre tiers pour payer la rame, qui vaut environ 30 millions d'euros. Toutes ces dépenses sont incompressibles et c'est encore pire si le train doit passer des frontières. Quand on passe d'un pays à un autre, on n'a pas les mêmes systèmes de signalisation, on n'a pas les mêmes systèmes d'électrification, on a beaucoup de choses qui changent, et du coup les trains ils doivent être bilingues en fait. Donc un train comme Paris, Bruxelles, les anciens Thalys, ils étaient 20-30% plus chers qu'un TGV normal. Et un truc entre la France et l'Allemagne, par exemple, c'est pas la même électrification. Enfin, la caténaire là au-dessus, c'est pas la même. Et du coup, il faut que le train il ait de la double électrification. Pourtant, une solution existe déjà, c'est un système européen qu'on appelle ERTMS. En gros, c'est l'harmonisation de la signalisation et de la sécurité. Problème, les États membres sont à la traîne. Regardez ce graphique. Si c'est en rouge, c'est qu'on n'y est pas du tout. Mais alors, est-il seulement possible de faire baisser le prix du billet ? Il y a 2 options sur la table, soit des subventions payées par l'État pour faire baisser le prix des péages, ou alors la concurrence, mais chaque modèle a ses limites. Et si on baisse le prix, notamment par la baisse des péages, ça veut dire que c'est pas le voyageur qui paye, ça sera plutôt le contribuable. La concurrence, ça marche pour faire baisser les prix, mais il faut pas se raconter d'histoire. Les concurrents s'installent uniquement là où il y a suffisamment de clientèle, et donc sur les grandes villes. Et donc, entre grandes villes, ce qu'on a constaté partout en Europe, en France, mais aussi en République tchèque ou en Autriche, où il y a l'ouverture à la concurrence, c'est une baisse de prix de l'ordre de 20 à 30%. Bon, vous l'avez vu, il y a de l'espoir, mais clairement pas de solution miracle. Sinon, pas mal d'experts et de militants à qui j'ai parlé nous recommandent de changer la manière dont on voyage, d'avancer étape par étape, de profiter pour découvrir différemment et pas juste viser sa destination finale. Et si comme moi, vous n'avez pas l'argent pour vous payer l'Orient Express, il existe des passes qui permettent de découvrir l'Europe à son rythme et à prix fixe. Et vous, seriez-vous prêt à passer 20 heures dans le train ? Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne YouTube
Arte Info pour ne pas rater l'épisode suivant.